Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour la rentrée de questions d'actu, le Roundup avec l'équipe de toute l'émission. On parlera ce soir, dans un premier temps, de ce qui est considéré par l'Algérie comme un challenge économique et industriel. Le lancement cette semaine de l'usine Kotama Agri-Food à Digel est véritablement un pas sûr vers la sécurité alimentaire. Le complexe de trituration des graines oléagineuses dispose d'une capacité de près de 6 000 tonnes jour, dont 40% d'huile végétale et 60% d'aliments pour le bétail. L'usine est aussi un symbole fort de la lutte contre la corruption et la récupération des deniers publics. Le Premier ministre ayant d'ailleurs affirmé à son inauguration que l'État avait récupéré un projet n'excédant pas les 20% de sa réalisation, alors que les transferts bancaires vers l'étranger atteignaient jusqu'à 69%. À l'international, en deuxième partie d'émission, on parlera des développements autour de la question de la Palestine. Pas de cessez-le-feu à Gaza après un 6e veto américain au Conseil de sécurité de l'ONU. Des reconnaissances occidentales d'un État palestinien tardive et symboliquement creuse à la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU et la Cisjordanie sous un siège militaire sioniste étouffant et un nettoyage ethnique en cours. Jamais la solution à deux États n'a paru aussi lointaine, même si la rue occidentale, d'habitude sensible à la propagande sioniste, semble avoir radicalement changé, mettant la pression de plus en plus sur les dirigeants européens notamment pour prendre des mesures concrètes contre l'entité génocidaire. Hier, l'Espagne a rejoint l'Italie et a annoncé déployer un navire militaire pour escorter la flottille d'aide à Gaza, une flottille humanitaire attaquée à 13 reprises au moins par les drones militaires des sionistes criminels. On en parlera en deuxième partie d'émission. Et avec nous, je vous le disais, toute l'équipe de questions d'actu, le Roundup, nos consultants. Zine Cherfaoui, bonsoir, ravi de vous retrouver. Ravi de vous retrouver, bonsoir à vous et bonsoir aux téléspectateurs de Canal Algérie. Sami Kaidi, bonsoir. Merci d'être avec nous également. Ravi de vous retrouver, bonne rentrée à vous tous. Bonne rentrée à tous. Monsieur Mahfoud Kaoubi, l'économiste de l'émission, bonsoir à vous. Bonsoir également. Très heureux de vous retrouver ainsi que de retrouver tous les téléspectateurs. Eh bien, très bien, on va commencer avec vous, Monsieur Kaoubi. Parfait. Et on parlait donc de l'usine Kotama Agri-Food. On parle d'un investissement donc de plus de 42 milliards de dinars versés en 2021 au portefeuille du holding Madar. Suite à des décisions de justice définitives d'ailleurs, le complexe représente donc un acquis important pour l'économie nationale, mais aussi dans le cadre de cette stratégie de lutte contre la corruption et la récupération des deniers publics. C'est là qu'il faut le placer. Tout à fait. Donc, un complexe qui était en cours de réalisation par un autre promoteur qui a fait l'objet d'ailleurs de décisions de justice dans le cadre de la lutte contre la corruption et qui a été donc acquis par le groupe Madar en 2021 auprès des domaines publics pour la somme de 22 milliards de dollars. 22 milliards de dollars financiers sur fonds propres déjà, 20 milliards de dollars versés au Trésor et 20 milliards de dollars qui est venu compléter de dinars, parce que le coût du projet dans son intégralité est de 324 millions de dollars. Donc je rectifie, je parlais de dinars, 42 milliards de dinars. 20 milliards de dinars ont été versés lors de l'affectation du complexe au profit du groupe Madar et 20 milliards de dollars ont été sollicités sous forme de crédit. De dinars, donc. De dinars. Oui, vous allez y arriver. C'est normal, c'est que le début, c'est la rentrée. Donc, pour financer la réalisation, l'achèvement du projet, un projet qui vient d'être lancé donc, cette semaine et qui atteste de la volonté des pouvoirs publics pour aller vers l'avant, pour concrétiser ce principe d'amélioration de l'intégration de la filière. Au jour d'aujourd'hui, ce projet permettra donc d'augmenter de l'intégration dans la production des huiles destinées à la consommation humaine et surtout et aussi d'améliorer de la production nationale pour la filière des viandes et de l'élevage surtout. Et donc, vous voyez que l'objectif principal demeure l'amélioration du taux d'intégration et ce qui contribue in fine à une sécurité alimentaire en marche et en est amélioré. Alors, avant de parler de la sécurité alimentaire, il y a je le disais, cette stratégie
de lutte contre la corruption. Quand le Premier ministre dit nous avons récupéré un projet qui était à seulement 20% de sa réalisation, que nous y avons apporté donc des éléments et des moyens finalement technologiques, tout cela représente aussi des efforts qui sont consentis aujourd'hui par l'État. Bien sûr. Ce n'est pas seulement de la récupération. Bien sûr, le déséquilibre est là, dans la mesure où entre le taux d'avancement physique et le taux d'avancement financier, un écart a été constaté. Oui. Donc un avancement physique qui n'était pratiquement qu'à 30-40%. Et contrepartie, les paiements et les transferts qui ont été opérés étaient, selon donc, les déclarations du ministre de l'Industrie et du Premier ministre, à hauteur de 68%. Ce qui a entraîné un surcoût déjà, dans la mesure où les installations avaient souffert de conditions de dégradation qui ont nécessité des travaux de réhabilitation et donc des surcoûts dans le domaine, et puis une actualisation de tous les éléments du process qui ont nécessité d'autres investissements et d'autres négociations, aussi bien avec les fournisseurs qu'avec les entreprises qui étaient chargées de l'installation et de la mise en marche. Mais en même temps, le Premier ministre déclare qu'il y a eu quand même des économies faites au Trésor public à hauteur de 8 milliards de dollars. Hein. Ça, c'est les études. Donc, c'est toute la à travers un effort. Oui, 8 millions de dollars, 8 millions d'euros, donc 8 millions d'euros. Donc c'est l'équivalent de pratiquement 10 milliards de dinars donc, qui ont été économisés grâce aux compétences nationales qui se sont chargées justement. Oui. Donc il y a eu une bonne partie de travaux qui ont été confiés à des entreprises nationales, mais aussi dans le domaine de l'ingénierie, dans la maîtrise des process, de l'organisation, parce que tout cela dans de tels projets, parce que c'est un projet d'envergure quand même, hein, par sa capacité, par la technologie qu'il utilise, etc. Donc des projets pareils, c'est généralement 3-4% du coût du projet que constitue le coût des études techniques, financières et qui concernent l'aspect organisation du travail. Zine Cherfaoui, c'est un projet d'envergure, mais aussi d'envergure aussi pour, on disait, la récupération des deniers publics aujourd'hui. Oui, c'est un symbole fort. Oui, alors c'est un projet d'envergure, je dirais même que c'est un projet stratégique. Parce que cette usine, ce complexe industriel, on est dans l'agro-industrie, il faut juste rappeler que c'est le deuxième complexe de trituration des graines oléagineuses. Il y a déjà un opérateur algérien qui, en 2023, a inauguré son usine d'une capacité de 20 000 tonnes jour de trituration de graines oléagineuses. Celui-là, c'est le deuxième. Il permet de couvrir à peu près entre 20 à 40% des besoins du marché national. C'est important parce que, comme le disait en début d'émission Mahfoud Kaoubi, alors on permet quand même de renforcer la sécurité alimentaire, de réduire un peu la dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs. Et ce n'est pas rien. Alors, si on additionne la production de la première usine de Cévital inaugurée en 2023 et celle-là, ça fait quand même beaucoup. Donc, ça nous permet quand même d'être moins dépendants de l'extérieur, même si dans un premier temps, nous n'arrivons pas à exporter, parce que l'idée, c'est de produire de l'huile végétale, n'est-ce pas? De l'huile végétale qui va être transformée en huile de table. Donc ça nous permet donc de réduire notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Mais en même temps, ce projet et celui de Cévital ont des implications importantes. Première implication, lorsqu'on fait de la trituration de graines oléagineuses, on produit un sous-produit qui permet de nourrir le bétail. Le bétail, oui, le tourteau. Le tourteau, oui. Alors on réduit aussi le nombre, l'importation de tourteaux. Donc ça va permettre... Ce qui se répercutera évidemment sur les prix. Sur les prix, mais ça permet aussi de développer la filière bétail. Donc, et d'un autre côté, vous encouragez aussi en amont la culture de soja, de tournesol, etc.,
pour produire les graines qui vont être utilisées pour la production d'huile végétale brute, qu'il faudra ensuite transformer en huile de table. L'Algérie, je crois que c'est à peu près 900 000 tonnes d'huile importée chaque année, et je pense que ces deux usines permettront de réduire l'importation. Réduire ou sortir de l'importation? Réduire. Non, pas dans un premier temps, mais in fine. Ce sont quand même deux mastodontes industriels. Mais lorsque vous réduisez votre importation de 70%, c'est déjà énorme. Vous vous rendez compte, alors l'importation d'huile végétale brute, c'est plusieurs centaines de millions de dollars. Cet argent va aller à la construction d'hôpitaux, d'écoles, de routes, etc. Autant d'économies pour les trésors publics. Même si nous n'arrivons pas dans un premier temps à exporter, mais le gain est énorme. Donc ensuite, vous créez aussi on est dans la diversification de l'économie nationale. Nous sortons donc du fameux cercle vicieux exportation d'hydrocarbures uniquement. Et puis, vous créez de l'emploi. Donc, déjà, je crois que cette usine va employer 350 dans un premier temps. Dans un premier temps, 400 avec 1000 et quelques aussi emplois directs créés. Je pense que c'est déjà une très belle opération. Ouais. Sami Kaidi, est-ce que vous avez une idée sur comment cette usine pourrait transformer justement la filière oléagineuse globalement et puis nous placer tout simplement sur ce marché, peut-être pas tout de suite, on a parlé de l'exportation, pas dans un court ou moyen terme. Mais c'est un bel objectif. Mais oui, l'objectif est là en tout cas. Figurez-vous, ce complexe de trituration de graines oléagineuses a une capacité de production de 5 000 à 6 000 tonnes par jour. Et il se trouve dans une région stratégique, qui est cette région de Jijel, donc non loin du port de Djenjen, qui a connu d'ailleurs une augmentation notoire des exportations de 3% à 21% de 2021 à nos jours, ce qui est un chiffre conséquent. Et je pense que... On parlait des travaux d'extension. Voilà, les travaux d'extension, les travaux également aussi, parce que ce complexe va apporter de l'intégration, va apporter également de la complémentarité avec d'autres secteurs. On parle des emplois indirects qui peuvent monter entre 1000 et 2000, donc ça va faire vivre tout un circuit et qui va alimenter, je pense, une base assez intéressante sur le plan industriel pour aussi multiplier, renforcer ce secteur stratégique et vital. Pourquoi c'est un secteur stratégique? Car il permettra d'assurer la sécurité alimentaire du pays, qui est quand même une des orientations les plus importantes du président de la République depuis son accession à la magistrature suprême en 2019. Ce qui est aussi intéressant, c'est que il y a des compétences algériennes. Ce n'est pas le premier projet. Monsieur Zine Sharfawi a parlé du premier projet à Bjaya. Et je pense que tout cela, donc Bjaya, Jijel, c'est des wilayas qui sont limitrophes, qui sont proches. Et on va se dessiner une complémentarité. Une chaîne de valeur. Une chaîne de valeur qui est incontestable. Et ce n'est que le début, car on voit bien qu'il y a un bond significatif. Ce projet permettra... Enfin, c'est plus un projet car il a été inauguré, mais cette structure permettra d'assurer les besoins de 20% du marché en termes d'huile brute de soja, 70 à 80% des aliments de bétail. Donc on voit bien qu'on a quand même fait un saut qualitatif et qu'on réduit la facture des importations, on réduit aussi une certaine dépendance avec l'extérieur et on maximise le Made in Algeria. Donc, allez-y. Non, je voulais juste dire que sur le plan international, le marché de la production d'huile végétale brute pèse 400 milliards de dollars. J'allais justement poser la question. Alors 400 milliards de dollars, imaginez-vous qu'on puisse uniquement exporter l'équivalent de 2% ou de 5% de ces 400 milliards de dollars. Vous vous rendez compte l'apport en devises que le pays pourrait gagner. C'est extrêmement important. Et je pense que l'idéal, ça serait de poursuivre, de continuer sur cette lancée pour non seulement couvrir l'intégralité du marché algérien, mais également penser à exporter très vite. Déjà, c'est Vital, il a la plus grande usine d'Afrique, la plus grande du bassin méditerranéen. Alors, avec une ou deux autres usines comme celle qui vient d'être inaugurée à Jijel,
permettra d'avoir des ambitions sur le plan à la fois régional et international, pourquoi pas. Actuellement, les leaders, c'est la Malaisie, l'Indonésie, le Brésil, les États-Unis. Si on arrive à se frayer un chemin et à gagner 2-3% du marché international, en termes de retombées financières, ça serait énorme. Et le retrait, justement, enfin, retrait limité pour l'instant de l'Algérie du marché de l'importation des huiles, pourrait impacter aussi ce marché international. C'est comme pour le blé, lorsque l'Algérie commence à importer moins d'huile, en l'occurrence, ça va forcément avoir faire baisser les prix. Je vous pose la question, justement, faire baisser les prix, en l'occurrence Je parle sous le contrôle de Mahfoud Kaoubi. Je pense que quand la production est foisonnante, abondante, et quand un client se retire d'un marché... un client important, puisque nous importons beaucoup. 900 000 tonnes. 900 000 tonnes, quand même, c'est pas rien. C'est énorme. Je pense que dans un premier temps, la première conséquence, c'est un peu la chute des prix. Oui, même si 900 000 n'est pas une quantité qui va impacter nécessairement la demande. Mais bon, les objectifs, à mon sens, les plus importants sont l'industrialisation. D'ailleurs, on passe à une vitesse importante, qui libère les potentialités. On récupère déjà une usine qui était en cours de réalisation. En termes de signal aussi, ça permettra à d'autres investisseurs de se positionner sur ce marché par rapport à une demande nationale qui est déjà importante, mais aussi par rapport à un marché africain qui ouvre le marché à condition d'un taux d'intégration minimal de 40%. Et là, cette intégration, qui avant se limitait uniquement à l'emboutillage ou la mise en bouteille, va passer à un autre niveau d'intégration, ce qui est déjà important en matière de maîtrise de process. Et donc d'une position de l'Algérie sur des marchés nouveaux qui sont le marché africain. Et je vais vous dire une chose, on peut ne pas couvrir le marché national et faire de l'exportation. L'un n'exclut pas l'autre. Donc sur ce plan, je dirais qu'un rattrapage a été fait par rapport à un investissement qui a coûté au trésor public. Je disais que Madar a acquis l'unité de diesel à 20 milliards de dinars auprès des domaines publics. Donc, au lieu que ce patrimoine soit perdu, parte dans la nature, donc il a été réhabilité et ça permet donc de répondre à un besoin national. C'est pour ça que je disais, cette stratégie globale de lutte contre la corruption, il ne s'agit pas seulement de traduire les groupes d'affaires qui vont tremper dans la corruption, mais il s'agit aussi de consentir à mettre les moyens financiers pour réhabiliter ces projets. Au-delà de l'aspect juridictionnel, d'accord. Ça c'est la justice. Il y a un volet à venir, il y a un volet production, il y a un volet création de richesse, il y a un volet préservation de l'emploi, et tout cela c'est-à-dire passer à un autre cap, à une autre vitesse qui nous permet de nous projeter dans l'avenir et de tirer profit des leçons du passé. Ça, c'est la chose, à mon sens, qui est la plus importante. Et Zine le décrivait si bien. Maintenant, il y a toute une partie de l'activité agricole qui pourrait bénéficier. On parle d'un des problèmes de la filière agricole dans le manque d'unités de transformation. Et on le voit, la pomme de terre qui est très abondante cette année, le stockage aussi, les agrumes qui étaient très abondantes cette saison. Et je dirais que le déséquilibre est constaté encore dans ce domaine entre les capacités de transformation et les capacités de production. Donc créer cet équilibre entre l'augmentation de nos capacités de production qui vont aller maintenant vers le soja, vers la production donc, de tournesol, l'huile de tournesol. Voilà. Donc il y a des investissements qui sont en cours de réalisation. Et puis on a un patrimoine agricole qui pourrait être exploité pour la production de tout cela. Et maintenant, tirons les leçons de tous les enjeux qui se passent aujourd'hui. Soyons certains sûrs de nos capacités de production, de nos capacités techniques aussi, parce que, vous l'avez souligné tout à l'heure, Madame Pacha, 8 millions de dollars
ou leur équivalent en dinars ont été économisés en donnant du travail à des compétences algériennes dans le domaine technique, organisationnel, financier. Et maintenant, tout cela donne de l'assurance et nous permet d'être optimistes par rapport à un avenir qui va être certainement difficile, mais ça nous permettra... L'assurance aussi de savoir que nous avons ces compétences qui peuvent relever des défis importants, technologiques importants. Tout à fait. Alors juste un dernier détail sur... il y a deux questions pour terminer sur cette partie de ce grand complexe de trituration des graines oléagineuses. Il y a le fait aussi que nous continuerons à importer pour information les matières premières et les additifs spéciaux. Voilà, donc on n'est pas complètement encore sorti de l'importation liée à cette filière. Et donc ça, c'est quelque chose qui pourrait se résorber très vite. Avec le temps. Oui, avec le temps. Oui. Avec le temps et avec du travail. Oui. Donc avec le temps, parce que essayons, je dirais, de nous projeter dans la durée. Parce que les véritables transformations ont besoin de temps, ont besoin de délai. Oui. Et pour que la machine dans le domaine de la production agricole suive, nous avons besoin de 3, 4, 5 ans. Oui. Tous les pays ont eu besoin de temps pour réaliser une marge de manœuvre. Harmoniser tout cela, respecter les plans qui ont été tracés. Je dirais, après 3-4 années, on peut créer cette harmonie entre l'amont et l'aval de la production des huiles et la production d'aliments de bétail. D'aliments de bétail, effectivement. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je vous donnerai la parole. Oui, on parlait de chaîne de valeur en début d'émission. Bon, c'est maintenant qu'il faut mettre les moyens, justement, pour faire en sorte que... pour que l'Algérie puisse maîtriser ce segment particulier et ô combien important. On l'a vu durant la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les marchés mondiaux ont été perturbés. Lorsque vous maîtrisez une chaîne de valeur, vous subissez moins les chocs extérieurs. Donc aujourd'hui, on maîtrise une partie de la chaîne des valeurs. Aujourd'hui, le défi, c'est qu'on n'importe plus de graines oléagineuses et qu'on les cultive ici, pour justement alimenter ces usines de trituration. Il me semble que l'autre étape, c'est d'encourager les agriculteurs. Je suppose que les agriculteurs... C'est déjà en cours. Hein. Oui, il y a déjà des mesures incitatives, des primes spéciales pour encourager la filière. Mais comme nous sommes dans un signal très clair, c'est un signal très clair. Pour aller investir encore plus. Oui. Justement, ça va peut-être créer des débouchés. Aujourd'hui, on parle d'agro-industrie. Oui. Donc, il faut aussi une agriculture qui puisse produire aussi à l'échelle industrielle pour pouvoir alimenter des complexes aussi importants que celui de Mada ou de Cévital. Un dernier mot pour terminer sur cette question. Alors dans cette droite ligne, le chemin, bien qu'il reste encore long, Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc on avance, on maximise nos compétences, nos savoir-faire dans cette filière. Et au-delà de la question de la sécurité alimentaire, il y a cette question de la souveraineté alimentaire. Elle est extrêmement liée au contexte géopolitique actuel des plus incertains, tant avec la situation post-Covid, donc coronavirus, oui, et la situation actuelle avec le conflit en Ukraine. Effectivement. On va terminer donc avec cette première thématique. On va vous remercier, Monsieur Kaoubi. Merci d'avoir été avec nous. Et nous serons donc rejoints dans un instant par Dr Saïd Ayachi, militant des droits de l'homme. Je le disais, l'Algérie a été le premier pays à reconnaître et à accueillir la proclamation de l'État de Palestine, sans détour, sans conditions préalables et ni faux semblants. 37 ans plus tard, l'Occident, pleinement responsable de la tragédie des Palestiniens, notamment à Gaza, fait mine de soutenir l'idée d'un État palestinien. Oui, mais un État dégarni, un État sans souveraineté et toujours conditionné à la validation sioniste pour la moindre avancée de l'avis de nombreux experts. Ces reconnaissances en cascade sont au mieux des gestes symboliques creux sans effet sur le terrain et au pire des gesticulations politiques destinées à calmer la rue occidentale écœurée de plus en plus par la complicité de ses dirigeants dans le génocide et le nettoyage ethnique des Palestiniens à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Dr Saïd Ayachi, merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci à vous.
Merci beaucoup. On va commencer avec vous. À l'ONU, Ahmed Attaf a parlé de consensus international comme principale garantie d'un règlement permanent, juste et définitif à la tragédie des Palestiniens. Le ministre des Affaires étrangères affirme que ce consensus est, selon lui, le rempart solide contre les politiques expansionnistes de l'entité sous le couvert du mythe du Grand Israël. Alors, justement, il y a effectivement ce consensus, mais est-ce qu'il est solide aujourd'hui? Non, le consensus existe. Dans votre introduction, vous avez souligné la manifestation des opinions publiques du monde entier, qui est déjà la première confirmation de ce consensus. Mais au niveau de l'Assemblée générale elle-même, ça ne fait aucun doute, le problème se pose au niveau du Conseil de sécurité. Tout est là. Et malheureusement, les mécanismes de l'ONU sont maintenant ainsi faits que tout se passe au niveau du Conseil de sécurité. Inutile de rappeler qu'il y a, je crois, à peu près 150 ou 200 résolutions du Conseil de sécurité depuis évidemment des décennies qui condamnent l'État d'Israël pour le comportement qu'il a vis-à-vis du peuple palestinien et pour la non-exécution des résolutions du Conseil de sécurité. Mais évidemment, tant que cela se passe sous l'égide du chapitre 6 et que ces résolutions ne sont pas contraignantes, l'État d'Israël n'en a cure et d'ailleurs se moque très bien de l'ONU. Ce qui explique la situation d'aujourd'hui. On a vu comment les génocidaires de Tel Aviv insultent M. Guterres sans aucune retenue. Oui. Et bien entendu, cela laisse penser qu'il n'y a aucun respect vis-à-vis de l'organisation internationale de la part de l'entité sioniste. Sami Kaidi, on va revenir sur ces reconnaissances occidentales qui ont révélé au moins deux choses. Alors, la faible volonté de l'Occident à contribuer donc à établir un État palestinien viable et des clivages sérieux entre les Européens, notamment sur cette question palestinienne. Oui, tout à fait. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la reconnaissance de l'État palestinien par ces pays occidentaux intervient tardivement, en période de contestation internationale, car les peuples européens multiplient les manifestations, les blocus, les mouvements de grève pour montrer sa solidarité avec le peuple palestinien qui subit actuellement un génocide, le premier du 21e siècle, le premier en direct sur les smartphones et sur les réseaux sociaux. On a pu voir la situation en Italie qui a montré un ras-le-bol du peuple italien et un appel, un cri à l'attention des dirigeants italiens pour reconnaître cet État palestinien. Le 21 septembre dernier, plusieurs pays occidentaux, dont l'Australie, le Canada, mais également le Portugal, ont reconnu l'État palestinien. Le 22 septembre, donc soit 24 heures après, c'était le tour de la France, du Luxembourg, mais également de Malte et de Andorre à reconnaître l'État palestinien. Sauf que il y a beaucoup de nuances et beaucoup d'hypocrisie. Alors dans ces justement, ces nuances, est-ce que vous pourriez nous en donner quelques-unes? Tout à fait. Prenons l'exemple de la Belgique. Alors, la Belgique reconnaît l'État palestinien, mais limite sa reconnaissance à un pan politique et non juridique. La France parle d'une reconnaissance de l'État palestinien. Toutefois, elle conditionne l'ouverture d'une ambassade française en Palestine occupée à une ingérence, parce que finalement les autorités françaises appellent à la fin du Hamas, ils appellent à la démilitarisation. Donc ils s'ingèrent directement dans les prérogatives de l'État palestinien. Mais la véritable question derrière cela, c'est quel État palestinien veulent-ils? Parce que c'est bien beau de reconnaître, mais qu'est-ce qu'il y a dans la formule? Et finalement, on s'aperçoit que Gaza est malheureusement complètement rasé. 80% des habitations, selon les Nations Unies, ont été
Partiellement ou entièrement détruit. Ouais. Ensuite, on observe que la situation en Cisjordanie occupée est complètement inextricable. Ouais. Il y a actuellement 900 000 colons, si on rajoute également les colons à El-Quds Est. On observe aussi que le territoire est découpé en 3 zones, la zone A, la zone B, la zone C. La zone C est totalement sous occupation sioniste et sous contrôle sioniste. Vous savez, dans cette zone C, ça représente à peu près 60% du territoire de la Cisjordanie occupée. Donc la Cisjordanie est pratiquement annexée. Hein. Voilà, elle est pratiquement annexée. Il faut savoir que la Cisjordanie, c'est quasiment la wilaya de Mdi. C'est à peine plus petit. Et dans ce territoire occupé par l'entité sioniste, il y a un projet, on en parlera je sais un peu plus tard, le fameux projet E1 qui vise à découper le nord et le sud et détruire définitivement toute viabilité d'un État palestinien. Il y a également, je reviens à cette zone C parce que c'est extrêmement important de rappeler que qu'outre les 60% du territoire, la vallée fertile du Jourdain est totalement sous occupation sioniste. Toute autorisation pour construire ne serait-ce qu'un chemin, un passage pour rejoindre sa maison est strictement interdit par les autorités d'occupation. Sans parler des checkpoints, où là on dépasse les 800 checkpoints. Et pire que cela, revenons au mur de la honte, celui qui a été bâti au début des années 2000 par l'entité sioniste. Il découpe et annexe de facto une partie de la Cisjordanie occupée. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un continuum entre El-Quds occupé et la frontière jordanienne. Ce qui fait que aujourd'hui, on voit mal comment non, pourrait y avoir en un réalité, État c'est extrêmement intéressant parce que l'histoire ne cesse de se répéter. Et là, il y a un parallèle assez intéressant avec le cas sud-africain. On va y arriver. On va d'abord les Bantoustans. Oui. On va y arriver, voilà. Parce que le cas de l'Afrique du Sud est un cas d'école, évidemment, et on tend à penser que la situation actuelle à Gaza et en Palestine plus généralement commence à ressembler, même ressemble beaucoup. Et il y a une volonté de créer des j'ouvre les guillemets, de créer des réserves naturelles, enfin des réserves humaines et isolées. Pour Gaza, c'est plutôt des camps de concentration. Et des camps d'extermination. On va donner la parole à Manuel Pouchelet, qui est avec nous depuis Paris, expert en relations internationales. Bonsoir Manuel Pouchelet. Bonsoir madame et bonsoir à vos invités. Merci pour votre invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Comment vous voyez ce mouvement diplomatique, donc collectif occidental en faveur de la création d'un État palestinien malgré les conditions que nous venons de décrire justement? Écoutez, c'est une situation qui est très délicate dans la mesure où les pays européens poussent à cette reconnaissance d'État de Palestine qui, je pense, est un préalable à un meilleur futur avenir et surtout, comme le disait le président Macron, à la paix. L'objectif, c'est la paix. Et en même temps, en responsabilisant cette reconnaissance de nouvel État palestinien, ça va aussi mobiliser les Palestiniens pour qu'ils fassent le nécessaire à pouvoir porter leur combat, mais surtout leur existence par rapport à Israël qui les grignote. Je vous entendais parler de la Cisjordanie. Il faut savoir qu'en fait, derrière ce conflit, que ce soit Gaza ou de la Cisjordanie, c'est qu'en fait, il y a l'enjeu de l'eau derrière tout ça, dans le sous-sol de Gaza et dans le sous-sol de la Cisjordanie. Oui. Il faut savoir que depuis de nombreuses années, les Israéliens grignotent la Cisjordanie à plus de 1000% de conquête de territoire régulièrement tous les ans, avec les colonies que vous avez évoquées avec vos invités, tout simplement parce qu'il y a une histoire d'eau pour alimenter le Jourdain. Il faut savoir que dans la région, avec le réchauffement climatique et les sécheresses récurrentes, l'objectif était pour Israël, et même ils avaient réussi à se mettre d'accord avec le Liban et la Syrie pour justement alimenter ce Jourdain pour qu'il puisse avoir une irrigation qui allait desservir les peuples riverains, si vous voulez. Parce que quand vous regardez la définition anglaise du mot Cisjordanie, on parle de West Bank, c'est-à-dire la rive de l'Ouest, voyez-vous. Donc il y a toute cette symbolique derrière. Maintenant, pour répondre très précisément à votre question, cette reconnaissance internationale voulue par les Européens, vous l'avez mentionné, divise beaucoup les opinions européennes, puisque on assiste, vous avez dit, à des manifestations, à des mouvements de contestation, mais en même temps, vous avez des gouvernements qui sont à l'écoute de leur population. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent qu'il devient très difficile de la contrôler sur ce sujet qui divise. Il y a quelque temps, moi, dans les concours internes où je préparais les candidats, il y avait une question que l'on posait aux oraux d'examen,
quelle est la résonance des conflits au Moyen-Orient sur notre sécurité. Aujourd'hui, en 2025, moi je vous parle d'examens qui se déroulaient dans les années 2000, donc vous vous rendez compte, 25 ans plus tard, nous en avons aujourd'hui la résultante. Et là, nous arrivons à bientôt 2 ans de cette attaque qui s'est passée sur le territoire israélien, et puis la réponse de l'armée israélienne qui répond malheureusement au qualificatif de génocide et d'actions militaires indicibles qui ne répondent pas du tout au droit international et qui doivent être condamnées avec la plus grande fermeté en tout cas. Oui, mais alors, ces reconnaissances occidentales, est-ce qu'elles vous paraissent creuses, comme le disent la plupart des experts? Oui. Je vais vous dire, en fait, j'ai un petit peu peur... ça me fait penser, vous savez, vous avez évoqué l'Afrique du Sud avec le temps de l'apartheid, mais quand vous regardez bien, il n'y a pas besoin d'aller si loin, vous regardez à Chypre, avec la conquête turque sur l'île de Chypre et les Grecs. On est quand même en zone européenne et il y a une mission de l'ONU, si vous voulez. C'est quand même, on veut la paix, mais il y a un esprit de contradiction, finalement rien n'est trouvé pour trouver cette solution de paix. Moi j'ai en souvenir les propos de M. Rabin. C'est pas tout à fait comparable, M. Pouchelet, oui. En termes de violence et de... Ah non, oui. non, on est d'accord. Après, moi, je vous dis, moi, j'ai quand même... comparable. Non, je me permets pas de comparer. Moi, je vous donne la situation juridique qui n'est pas du tout la même, parce que, bon, moi, j'ai la chance d'habiter au Liban, donc autant vous dire, moi, les exactions israéliennes au sud Liban, il y a encore une affaire cette semaine où il y a un drone qui a abattu une famille. Oui. Donc, si vous voulez, là, on est dans le registre du crime de guerre, là. Oui. Donc, on est bien d'accord, on n'est pas du tout dans la même configuration. Par contre, ce qu'il faut retenir, si vous voulez, dans cette affaire, est-ce que ça va amener une pierre à l'édifice pour faire un pas vers la paix? Moi, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que tant qu'il y aura M. Netanyahou aux commandes, il fera la sourde oreille parce qu'en plus, il sait qu'il a derrière lui le soutien des Américains. Oui. Bon, alors, justement, Zine Sharfawi, puisque Emmanuel Pouchelet met sur la table un peu ce problème de Netanyahou, est-ce que Netanyahou est le fond du problème? Non. C'est un problème de sionisme, d'ADN expansionniste. Netanyahou n'a pas apporté ce problème. Il finit un petit peu le job, comme on dit un peu de manière triviale. Il est en train de terminer ou d'aller jusqu'au bout de cette logique expansionniste sioniste. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, ces reconnaissances, pour terminer sur cette question, est-ce qu'elles sont un moyen au moins pour mettre la pression sur cette entité génocidaire, ou est-ce que c'est une manière de s'absoudre, si le mot est exact, un petit peu pour les futures annales de l'histoire et de dire que l'Europe a fait un geste? Oui. Moi, personnellement, mon opinion n'est pas très, très différente de celle de M. Manuel Pouchelet. Alors, c'est tout ça à la fois. Alors, la reconnaissance par 14 pays occidentaux, ils sont 14 pays occidentaux de l'État palestinien. Donc, la reconnaissance, elle s'est faite en 2 temps. Elle a commencé en 2024, elle s'est poursuivie en 2025. Bon, les premiers à reconnaître l'État palestinien, on retrouve l'Espagne, on retrouve l'Irlande. Après, on a un deuxième paquet de pays qui ont daigné faire le pas. Alors, cette reconnaissance tardive s'explique par beaucoup de choses. Primo, les pays qui ont reconnu l'État palestinien, qu'on le veuille ou non, ce sont des pays qui ont quand même soutenu l'idée de la solution à 2 États. Et donc, cette reconnaissance peut s'expliquer, ce n'est pas la seule, si vous me donnez au moins 2 ou 3 minutes, je pourrais continuer le raisonnement. Cette reconnaissance s'explique aussi par la crainte de la disparition de la solution à 2 États. Aujourd'hui, vous avez le Premier ministre de l'entité sioniste, Benjamin Netanyahou, qui ne veut plus d'un État palestinien. Ça ne s'était jamais vu durant ces 20-30 dernières années. Tout le monde était parti sur l'idée que le règlement du conflit passait par la création de 2 États. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette optique. On est carrément... il y a aujourd'hui la crainte qu'il n'y ait plus d'État palestinien. Et dans les faits, tout à l'heure Sami Kaidi en parlait un peu, aujourd'hui, dans les faits,
il n'y a pas d'État palestinien. Alors la Cisjordanie, c'est un gruyère, il n'y a plus de continuité territoriale. Il n'y a pas de continuité territoriale entre la Cisjordanie et Gaza. Et donc, si on continue à laisser faire, il n'y aurait même plus de territoire palestinien. Et donc, la solution à 2 États, même si on le voulait, deviendrait impossible. Donc aujourd'hui, cette reconnaissance tardive, cette prise de conscience tardive s'explique par donc, cette impossibilité ou ce risque qu'on ne puisse plus avoir d'État palestinien. Secondo, Sami Kaidi en a parlé aussi, il faut rendre aujourd'hui hommage à la société civile occidentale, espagnole, italienne, française, britannique, australienne, etc., qui n'a pas arrêté de se mobiliser depuis octobre 2023. Et même donc, aux États-Unis, une grande première. Aux États-Unis aussi. Et donc cette reconnaissance aussi est le résultat de la pression des sociétés civiles. Et c'est pour ça que certains gouvernements y sont allés à reculons. Oui, on va reconnaître, mais à condition que Hamas soit désarmé, etc. Ça, c'est au peuple palestinien de dire qui va le représenter et comment sera le futur État palestinien. Ce n'est ni au Premier ministre britannique. Donc on est bien d'accord, ce sont des reconnaissances factices et superficielles. Oui, et en même temps, cette reconnaissance, encore un autre facteur, cette reconnaissance peut s'expliquer aussi par le fait que nous avons des États occidentaux qui ont été touchés par une faillite morale et qui, vus du Sud, sont complètement discrédités, qui aujourd'hui ont piétiné, foulé aux pieds les valeurs qu'ils ont toujours voulu défendre, des valeurs d'humanisme, de démocratie, etc. Donc aujourd'hui, ils essayent de se racheter aux yeux du Sud global qui estime que l'Occident a complètement failli et il a autorisé, sinon encouragé, l'extermination et le génocide de Palestiniens depuis 2 ans. Ça fait 2 ans, bientôt 2 ans, que les Palestiniens vivent sous les bombes. Docteur Saïd Ayachi, vous vouliez apporter un élément? S'il vous plaît. Oui, allez-y. S'il vous plaît, parce que c'est très important. Je crois que, encore une fois, peut-être de façon indirecte, Netanyahou, sa bande criminelle, a encore marqué un point avec ces histoires de reconnaissance qui condamnent par ailleurs, bien sûr, mais ils en ont cure. Hein. Mais ce sont les responsabilités des États occidentaux qui ne remontent pas dans l'histoire. C'est Sykes-Picot, etc. Donc la Grande-Bretagne, la France, etc. Mais nous sommes en plein Kafka. Avant la reconnaissance de l'État palestinien, il y a d'abord l'arrêt du génocide qu'il faut faire. Et s'il y a cette autorité morale, cette force politique, cette action diplomatique, arrêter d'abord le génocide, faire pression sur Netanyahou. Il y en a beaucoup de façons de le faire. Et puis on voit bien que de toute façon, il manque quelqu'un à l'appel, ce sont les États-Unis d'Amérique, qui, eux, ne sont pas concernés du tout. Ils condamnent d'ailleurs les reconnaissances en menaçant de façon à peine voilée ceux qui le font, etc. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est cette hypocrisie, c'est ce cynisme du truc. Et sans rentrer dans un esprit de complotiste, on se dit même, et pourquoi pas cet Occident qui, de toute façon, a fait le malheur du peuple palestinien, pourquoi qu'il ne rentrerait pas dans le jeu de Netanyahou pendant que les gens applaudissent à cette reconnaissance qui, par ailleurs... Est-ce que les Palestiniens attendaient que l'Europe vienne reconnaître leur État qui a été fondé? C'est eux qui ont cédé une partie de leur territoire pour que l'État d'Israël existe. Et c'est maintenant, on ne reconnaît même pas leur État à eux qui étaient originels à la classe. Et donc, ce qui est en train de réussir l'Occident, c'est un leurre. C'est un leurre diplomatique pour toute la planète. Et par conséquent, aujourd'hui, la grande victoire, entre autres, une autre en plus du 7 octobre, c'est la mobilisation de la rue occidentale. Parce que maintenant, les choses sont claires, les masques sont tombés, il y a un cynisme des États, et il y a un fossé immense entre le gouvernement et les opinions occidentales, y compris dans le monde arabe d'ailleurs. Et par conséquent, le peuple palestinien, s'il est en train d'être exterminé, j'allais dire, dans un silence assourdissant, n'empêche qu'il a marqué un point important, c'est qu'il a mobilisé la rue à l'échelle planétaire, comme on entend. Il n'a pas encore d'effet sur les dirigeants. Ils résistent tout de même à parfois parce que Madame Samuel, il faut relier cela. Très violent. Votre remarque est pertinente. Il faut relier, j'allais dire, cette insensibilité du gouvernement au contexte actuel. C'est celui de la force. C'est celui de la force, mais vous avez droit. Et après,
Vous avez vu au Conseil de sécurité 14 voix pour un cessez-le-feu et celle qui dit non, laissez-les les exterminer. Et l'aide humanitaire qui ne rentre pas, et les médecins qui sont tués tous les jours, et les journalistes qui sont tués tous les jours. Et vous imaginez, c'est quelque chose d'innommable, d'innommable. Et sur l'Occident qui veut, je me dis, c'est toujours bon à prendre, c'est une reconnaissance. Mais enfin, c'est pas ça le fond du problème. Sami Kaidi, on va faire rapidement un tour d'horizon de quelques réactions beaucoup plus effectives et non pas les classiques condamnations de ce qui est fait aujourd'hui à Gaza et en Palestine en général. Il y a aujourd'hui, les lignes bougent, on peut le dire. Oui, les lignes bougent et c'est extrêmement intéressant de faire un petit peu un tour d'horizon. Commençons par les Pays-Bas. Alors le conseil municipal d'Amsterdam, la capitale des Pays-Bas, a rendu public un communiqué où il stipulait que le club sportif de l'entité sioniste, le Maccabi, était indésirable sur le territoire de la commune. C'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui, exactement. Très récemment, le président colombien a mis à profit l'opportunité de l'Assemblée générale des Nations Unies pour faire un discours et appeler à la constitution d'une force armée pour stopper le génocide. L'Espagne aussi, je dirais que l'Espagne est un peu une exception dans le camp européen et le camp occidental pour la simple et bonne raison qu'ils ont pris des mesures concrètes et des mesures courageuses. Donc l'Espagne a adopté au sein du Conseil des ministres un décret assez clair qui met en œuvre un embargo total sur les armes à destination du régime sioniste. Il y a aussi un embargo culturel qui se met en place contre l'entité sioniste. Il y a cet artiste d'Islande, donc Björk, qui a décidé de retirer l'ensemble des accès de ses chansons pour les utilisateurs sionistes. Et enfin, une dernière nouvelle qui vient de tomber il y a seulement quelques heures, c'est la Slovénie qui interdit son territoire aux génocidaires et criminels de guerre Benjamin Netanyahou. On a vu d'ailleurs l'avion de ce criminel, qui a contourné plusieurs espaces aériens européens. Donc il y aurait pu y avoir des... Oui, là on voit que les lignes bougent. Non, mais est-ce que réellement... Il aurait pu le faire atterrir. Non, mais est-ce que réellement il aurait pu être arrêté puisqu'il a quand même son avion a pris le soin d'éviter des pays comme la France. Rappelez-vous, Madame Samia, que lorsque bien sûr, mais on est obligé de faire référence à Poutine. Le mandat d'arrêt est arrivé, je crois, même pas un mois après le jugement de la Cour pénale internationale. Et celui de Netanyahou n'est sorti que 6 mois après. Et tout de suite, la justice française a dit, s'il vient, nous, on l'arrête pas. Oui, mais on est d'accord que c'est différent pour Netanyahou. Et je m'étonne aujourd'hui qu'un pays comme la France... puisse arrêter le Premier ministre sioniste criminel. Oui, il y a un effet boule de neige aussi, c'est-à-dire que si on revient en 2023, il était impensable que la moindre condamnation soit exprimée par les gouvernements occidentaux et petit à petit, le mur a commencé à craquer et puis là, on observe un changement radical des positions. Des milliers de morts. Des millions de morts, exactement. Et on ne connaît... Ça a coûté des milliers de morts. Mais on ne connaît même pas encore le bilan exact, car le bilan officiel... Parce qu'il faut autant de morts pour qu'ils puissent être sensibles à une telle tragédie. Bon, l'Occident... Il faut autant de morts. L'Occident est habitué finalement à l'extermination des peuples. Il faut rappeler que les plus grandes puissances d'Occident se sont construites sur le génocide. Mais c'est vrai, donc, c'est une réalité. Toutefois, il y a un autre... Mais alors qu'on ne vient pas nous imposer des valeurs... Non, évidemment. Mais on ne vient pas nous imposer des valeurs qu'ils ne partagent pas. Oui. Je voudrais très rapidement rebondir on va donner la parole à Manuel Pouchelet. Ce que M. Hihachi a dit et qui était extrêmement intéressant sur les reconnaissances. Je partage cet avis, c'est des reconnaissances en trompe-l'œil. Mais pire que cela, j'ai l'impression... Bon, c'est une petite analyse personnelle, mais j'ai l'impression qu'on est, avec ces reconnaissances, dans une forme d'Oslo 2, c'est-à-dire une opération pour anesthésier les opinions publiques et
gouvernement et finalement... Et ensuite, ce qu'a donné Oslo. Exactement, l'accélération de la colonisation. On va dans le mur. Voilà. On va donner la parole à Manuel Pouchelet, puisqu'il y a aussi, en termes de réaction, ces annonces importantes de l'Espagne et avant elle l'Italie qui ont déclaré... Du drapeau sur les mairies françaises. C'est important. Je vais vous laisser la parole tout à l'heure, mais avant cela, ce qui est percutant, c'est l'envoi par ces deux pays donc de navires militaires pour protéger la flottille. Une flottille très importante cette fois-ci qui se dirige vers Gaza, flottille humanitaire et qui a subi jusqu'à 13 explosions au cours de la semaine. Est-ce que cela pourrait conduire à un affrontement avec tout simplement les forces d'occupation sionistes, selon vous, Manuel Pouchelet? Bah écoutez, les navires ont forcément un pavillon avec une nationalité et ça peut constituer un acte de guerre. Maintenant, quelles sont les règles d'engagement? Côté israélien, moi je connais très bien la musique, ils vont vous dire qu'au nom de leur sacro-sainte sécurité, ils sont en mesure d'intervenir. Le tout est de savoir c'est s'ils vont faire ça dans les eaux internationales, ça c'est la première question. Et ensuite, ils vont vous demander quel est le contenu de cette flottille à bord, qu'est-ce qui est embarqué à bord. Normalement, vous faites ce qu'on appelle un état valorisé de la cargaison, qui est consultable dans le port d'arrivée avec les systèmes de transmission informatique. Mais je peux vous garantir que s'il y a une attaque des bateaux, de là à ce que l'Europe déploie des moyens militaires pour, on va dire, escorter ces navires jusqu'en Israël ou jusque dans la bande de Gaza, jusqu'à Gaza, excusez-moi, pour que ce soit livré à la population palestinienne. Je rappelle qu'il y a également des navires militaires en Méditerranée orientale qui participent à la mission de la FINUL 2. Donc si vous voulez, ils peuvent aussi les faire dérouter par les bateaux militaires qui sont au poste là-bas, les faire au contraire accompagner cette flottille qui souhaite porter assistance à cette population qui souffre. Maintenant, le tout est de savoir... il ne faut pas oublier un acteur qui est présent avec la 6e flotte, qui est la flotte américaine, avec des moyens considérables et qui, elle, pourrait également s'interposer. Donc vous voyez finalement la question que vous posez quand vous menez une opération militaire. D'ailleurs, c'est là-dessus que va se poser le problème juridique, c'est-à-dire quelles vont être les règles d'engagement. Est-ce que si Israël bloque, est-ce qu'on va tirer? Vous voyez, c'est ça le problème. Non, la question serait plutôt de dire si l'entité sioniste bombarde ou attaque une nouvelle fois cette flottille, les bateaux de cette flottille, est-ce qu'il y aura la réponse de la part de ces navires militaires donc espagnols et italiens? Ben oui, là vous avez un cas éventuellement de... Oui, je vais vous dire, en fait, je reviens à ce que je vous disais, c'est une question de règles d'engagement. Quelles sont les règles d'engagement? Vous touchez à la flottille, puisque ces bateaux ont forcément une nationalité, voilà. Et si vous touchez à cette flottille, eh ben désolé, mais on engage le combat. Oui. Voilà. Ça, c'est une question de protection, c'est une question de protection, et là, je vais être honnête, ça va être une question de légitime défense. Mais à ce moment-là, si on est dans la confrontation... Vous voyez les choses comment, évoluer comment, selon vous? Ce serait une première. Ce serait une première qu'il y ait une confrontation entre des parties militaires européennes et sionistes. Comme vous dites, moi ce qui me fait, c'est quand même une situation qui est très contradictoire, parce que je vous rappelle qu'à un moment, l'entité sioniste a voulu porter assistance à l'Europe au moment où ça allait pas bien avec la Turquie. Donc si vous voulez, c'est quand même un esprit de contradiction où j'ai du mal à déchiffrer, on va dire, le langage diplomatique. Il faut savoir que le Moyen-Orient est une région réputée qui est particulièrement réversible, opportuniste et volatile. Mais en même temps, concernant l'entité sioniste, je vais être très honnête, je ne pense pas qu'elle fera cette erreur, mais si tant est qu'elle fasse cette erreur, elle le fera avec l'autorisation des Américains qui, je vous dis, ont en Méditerranée une flotte conséquente avec le dernier porte-avions qui vient de sortir, qui est le porte-avions avec le nom d'un des derniers présidents américains qui a été engagé avec une quarantaine d'avions à bord. Donc je vais vous dire une chose, si par hasard l'entité sioniste attaque les bateaux de la flottille et que les bateaux d'accompagnement navires de guerre européens attaquent ou sont attaqués, il y aura malheureusement encore une fois le parapluie américain qui va tenter de s'interposer. Mais là, je vous rappelle qu'on n'est plus dans un cadre de mission de l'ONU. Là, il pourrait y avoir mais encore pour qu'il y ait une guerre, il faudrait qu'il y ait une déclaration.
Ouais. Ou alors, la flottille pourrait tout simplement arriver à destination, mais on sait qu'il y a très peu de chance, évidemment. J'y crois pas. Par contre, ce qui pourrait être envisagé, parce que c'est là que je me dis, si on va dans cette escalade, c'est qu'on n'a rien compris. Je vous rappelle que la préoccupation des Européens à l'heure actuelle, c'est la guerre en Ukraine, faut être honnête. Même s'ils s'intéressent à ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie, mais la préoccupation première, tous les états-majors travaillent à l'heure actuelle sur la guerre en Ukraine. Oui. Mais ce qui serait intelligent comme situation, pour éviter et calmer le débat, ce serait d'accepter le contrôle et à bord de cette flottille des autorités sionistes pour voir le contenu. C'est ce que propose d'ailleurs l'entité sioniste, de détourner la flottille vers un port dans les territoires occupés. En général, c'est Haïfa. Oui. Non, vous verrez, je vais vous dire une chose, je connais très bien cette action, ils vont détourner tout sur Haïfa, c'est le seul port en eau profonde dans la région, pour vérifier les bateaux, et quitte à prendre ce qui leur plaît pas, comme par exemple des produits de nécessité ou de la nourriture, pour encore affamer la population. Donc dites-vous bien, les Européens ne vont pas tomber dans le piège. Tout à fait. Merci beaucoup, Manuel Pouchelet. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales. On revient à vous, Zine Sharfawi. On a parlé de ces réactions internationales. Il y a le boycott, donc pas encore un boycott diplomatique, mais tout de même, il y a une pression sur cette entité sioniste. Oui. Il y a aussi un boycott culturel, on le disait, qui commence à s'organiser. Par exemple, l'entité sioniste pourrait ne pas participer à l'Eurovision. L'UEFA et la FIFA ont tranché, les équipes de l'entité sioniste ne seront pas bannies, mais l'Espagne a laissé entendre par le porte-parole de son gouvernement qu'elle pourrait donc boycotter la Coupe du Monde si les équipes sionistes se qualifiaient. Donc il y a aussi une forte pression à Hollywood, où il y a 4000 signataires de stars internationales pour exiger donc un cessez-le-feu à Gaza. Et donc tout ça pourrait conduire à ce dont on a parlé tout à l'heure, cette comparaison avec la pression qu'il y a eu sur l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Oui, alors nous avons longuement commenté la reconnaissance par 14 États européens de l'État de Palestine. Nous avons dit que c'était une reconnaissance tardive. On a beaucoup glosé sur les raisons de cette reconnaissance, mais cette reconnaissance est là. Et c'est bien qu'il y ait eu reconnaissance. Donc, c'est toujours un acquis. Oui, c'est toujours un acquis. C'est un acquis, c'est extrêmement bien. Ça veut dire que les lignes bougent, ça veut dire qu'on change de paradigme, ça veut dire que le monde est en train de se mettre dans le sens de l'histoire. Aujourd'hui, l'urgence des urgences, c'est d'arrêter le génocide. Aujourd'hui, l'urgence, c'est d'accentuer, vous parliez de boycott culturel, vous parliez de Coupe du Monde, etc. Aujourd'hui, il faut absolument isoler l'entité sioniste. Il faut aujourd'hui, tout le monde maintenant découvre la réalité de cette entité génocidaire. Oui, c'est une entité génocidaire. Donc aujourd'hui, juste pour la comparaison avec l'Afrique du Sud, puisqu'on doit terminer. Oui, absolument. Donc aujourd'hui, les sociétés civiles mondiales, parce que pas uniquement occidentales, doivent pousser justement pour exclure, pourquoi pas l'entité sioniste de l'ONU, comme cela a été fait pour le régime de l'apartheid. Il faut des sanctions comme... Mais ça vous paraît possible? Parce que on sait ce qu'il faut. Mais est-ce que ça vous paraît possible au stade où avancent les choses? Mais je vais vous dire, ce qui se passe actuellement, est-ce que vous vous attendiez il y a une vingtaine d'années à ce qu'un pays européen puisse décréter un boycott sur les ventes d'armes en direction de l'entité sioniste? Est-ce qu'on s'attendait il y a quelques semaines encore que, par exemple, la Hollande décide de décréter persona non grata une équipe de football ou des sportifs israéliens? Ça n'était pas possible. Par contre, ce que prouve cette séquence, qui est très importante à mon sens, c'est que quand le monde se mobilise, il est possible de changer les choses. Docteur Hayashi? Est-ce qu'on ne peut pas, pour un peu dans le sens de ce qu'est en train de développer Zine à juste titre, mais est-ce qu'on est obligé de payer au prix fort
j'allais dire, cette prise de conscience, cette conscientisation de l'opinion internationale, des peuples et du gouvernement, et je ne parle pas du gouvernement, je préfère encore m'arrêter comme vous tous à l'opinion de la société, des sociétés civiles. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au génocide pour que les gens prennent conscience de ça? Mais docteur Ayachi, il y a eu des décennies de propagande. Mais la propagande continue, ma chère amie. La propagande continue. Oui, mais elle ne marche plus autant qu'avant. Les Palestiniens ont gagné la bataille de l'image. L'opinion a complètement basculé. Mais bien entendu, mais à quel prix? À quel prix? Bien sûr, demain peut-être qu'on arrivera à un résultat meilleur. Oui. C'est là que je me dis que d'abord, il ne faut pas comptabiliser ça sur une sorte de grandeur d'âme des gouvernements occidentaux. Il faut comptabiliser ça comme une victoire de la résistance du peuple palestinien, qui a non seulement rapporté une victoire pour la lutte qui est juste et noble, la sienne, mais qui a replacé au centre de l'humanité les valeurs universelles qui doivent être partagées, celles de l'humanisme, celles de la générosité, celles du partage, celles de l'humain, tout simplement. Et il a fallu payer avec 70 000 morts et 200 000 blessés, sans compter les autres qui sont exhaustif, évidemment. Donc le peuple palestinien a consenti au sacrifice suprême, à l'instar du peuple algérien qui a mené ce combat contre le colonialisme et l'oppression coloniale. Le parallèle est assez clair, net et précis avec la situation sud-africaine de l'apartheid. C'est ce régime raciste qui a dirigé l'Afrique du Sud de 1948 au début des années 90. Et on observe la même dynamique. En 1961, l'Afrique du Sud avait été exclue du Commonwealth. En 1964, exclue des JO, donc des Jeux Olympiques. Et en 1974, avec les efforts accrus de l'Algérie, le régime d'apartheid sud-africain a été expulsé des Nations Unies. Autre point important, parce qu'avant on a parlé du criminel et génocidaire Netanyahou, il faut rappeler que déjà, de facto, le sionisme est un racisme. C'est une résolution onusienne qui avait stipulé ça au début des années 70. Mais Netanyahou, c'est l'extrême droite de l'extrême droite. Il faut rappeler que son père... Non, il n'est pas de l'extrême droite comme Smotrich et Ben Gvir. Bien sûr, mais... Il a rejoint, évidemment, parce que... Tout à fait, mais c'est un continuum. Il faut rappeler que son père était le secrétaire particulier de Jabotinsky, donc de cette idéologie dite du sionisme révisionniste, qui est en réalité un fascisme pur et dur. Et le sionisme en tant que tel est un fascisme. Il faudrait que les États-Unis arrêtent d'assurer l'impunité à cet État qui est un État terroriste et un criminel de guerre qui est Netanyahou. L'histoire jugera, l'histoire retiendra que les États-Unis sont complices d'un génocide qui a lieu sous nos yeux. Le premier génocide du XXIe siècle. Il faut que les Américains prennent conscience et poussent leur gouvernement à arrêter de soutenir des criminels. Vous voulez ajouter un dernier mot, vraiment Je vais rejoindre encore mon ami Zine pour compléter ce qu'il a dit de façon magistrale. Les Américains n'arrêteront jamais le génocide puisqu'ils ont été à l'origine du premier génocide contre les Indiens. Et donc oui, bon, mais aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle ère tout de même et... Écoutez, il y a des responsabilités qu'il faudra prendre. Que vous trouvez la première puissance du monde qui dit laissez-les continuer de tuer, moi je crois que ça relève d'une certaine schizophrénie. Le droit international devrait reprendre cours. Merci beaucoup, Dr Ayachi. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes militant des droits de l'homme. Merci à vous, Zine Sharfawi et Sami Kaidi. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Je vous dis excellente suite des programmes et à bientôt. Au revoir.